Chers amis, bonsoir. Nous sommes donc le 24 mars 2025 et nous vous accueillons sur cette antenne pour que vous puissiez participer à cette émission. Comme vous le savez, vous pouvez nous faire part de vos réflexions en appelant la station. Alors, j'ai plein de choses à vous dire avant de vous présenter mon invité. Vous êtes toujours évidemment sur le Libre Journal de l'Éducation qui sort tous les quatre lundis, si je puis dire. On disait autrefois la semaine des 4 jeudis. Et la prochaine émission aura lieu toujours à la même heure, de 18h à 19h30, le 21 avril. C'est une date évidemment mémorable, mais comme elle tombera le lundi de Pâques, je l'enregistrerai. Ici, vous êtes vraiment en direct. Et j'ai plein de choses à vous dire parce que, comme vous le savez, cette émission est en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Alors, première information à vous donner, les inscriptions pour le magistère sont ouvertes. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour les jeunes qui nous écoutent. Pour la rentrée prochaine. Et puis, nous avons l'ouverture de nouvelles dates pour la formation continue, consacrées spécialement aux élections municipales. Et là, il y a deux formules possibles. Pour ceux qui veulent se former, qui voudraient se présenter aux élections municipales, il y a deux formules possibles. La première formule, c'est en 4 week-ends, une formation continue, mais en 4 week-ends. Donc, le premier week-end, ce serait 27 et 28 septembre 2025. La campagne électorale elle-même, donc avec constitution et gestion des équipes, financement et compte de campagne, et droit électoral. Je rappelle que quand on se présente à des élections, il y a toujours un compte de campagne. N'écoutez pas les gens qui disent que tel ou tel candidat a ruiné son parti dans une élection. Il ne peut pas ruiner son parti dans une élection. Il est obligé de monter un compte de campagne et d'emprunter auprès d'une banque. Donc c'est lui-même, par exemple, aux dernières élections, du moins aux dernières élections, quand il s'agit de listes, donc les dernières européennes, par exemple, la tête de liste était responsable, est toujours responsable financièrement devant la République. C'est-à-dire que si la tête de liste ne fait pas, si sa liste ne fait pas 3%, c'est lui qui rembourse tout. Et comme vous le savez, le suffrage universel est un sport de riches. Deuxième week-end, les 25 et 26 octobre. Donc, j'espère que vous prenez des notes. C'est stratégie de campagne. Donc, les fondamentaux du discours, l'identification des cibles et des enjeux de la commune. Encore une fois, on parle d'élections municipales, les éléments de langage et la gestion de l'actualité locale et nationale. Troisième week-end, les 22 et 23 novembre, donc toujours de cette année, sociologie et économie locale, donc les finances publiques locales, comprendre un budget et la gestion de la commune. Tout ça, encore une fois, étant de vous préparer aux élections municipales. Enfin, dernier week-end, les 13 et 14 décembre, ce sera consacré à la stratégie de la communication, donc prise de parole en public, les campagnes de terrain, et la gestion des outils numériques et des réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première formule, avec éventuellement en supplément une option week-end, toujours un week-end. Les dates sont encore à définir, de média training, c'est-à-dire d'entraînement. Je suis désolé d'utiliser un mot anglais sur la chaîne de la francophonie, mais les entraînements, d'abord au débat médiatique, et puis tout simplement discours, savoir tenir un discours. Ça se fait pas tout seul, ça peut s'apprendre. Le lieu de la formation sera à Lyon. Le tarif unique est de 780 € pour l'ensemble, pour les 4 week-ends. Et si vous voulez une option week-end entraînement aux médias, on ne va pas dire en anglais cette fois-ci, eh bien, c'est 200 € de plus. Alors, pour le même prix, vous avez la deuxième formule, qui est une formule intensive, là pour le coup, du 1er au 4 juillet prochain, donc ce sera l'été prochain, toujours une spéciale élection municipale. Le mardi 1er juillet,
ce sera la campagne électorale. Donc, je vais pas encore une fois entrer dans le détail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mercredi 2 juillet, ce sera la stratégie de campagne. Le 3 juillet, ce sera consacré à la sociologie et économie locale. Et le 4 juillet, à la stratégie de communication. Et là encore, avec, pourquoi pas, la possibilité d'une option d'entraînement aux médias avec un supplément de 200 euros. Donc ça, c'est la deuxième annonce que j'avais à vous faire après vous avoir dit que les inscriptions pour le magistère sont ouvertes. Je vous annonçais ces dates pour la formation aux élections municipales, puisque comme vous le savez, l'année prochaine sera une année importante d'élections municipales, donc pour l'enracinement. Encore une annonce à vous faire, ça concerne l'ouverture d'une prépa consacrée à la sécurité et la défense. L'ICEP va ouvrir à la rentrée une prépa à 6 concours d'accès à des métiers relevant directement du maintien de l'ordre, donc officier de gendarmerie. C'est un concours de la fonction publique catégorie A, la fonction publique d'État, bien sûr, le niveau 7. Et donc, vous arrivez, bien sûr, déjà avec un bac plus 5 pour passer ce concours. Et vous êtes formé en 10 mois, de septembre à juin. La limite d'âge pour les inscriptions étant de 27 ans. Ou alors, le sous-officier de gendarmerie, donc c'est un concours toujours, bien sûr, de la fonction publique d'État, mais catégorie B, niveau 4, et il vous est demandé le bac, pas forcément donc un bac plus 5, mais le bac, ou l'équivalent du bac, et la limite d'âge est fixée à 35 ans. Ça, c'est le deuxième concours, donc sous-officier. Le troisième concours, c'est commissaire de police. Donc, catégorie A, niveau 7, et même chose, le niveau requis pour prétendre à cette prépa, c'est le bac plus 5, avec, pour le coup, une limite d'âge à 45 ans. Donc là, c'est quand même, si vous voulez ressembler au commissaire Maigret, c'est plus... vous avez jusqu'à 45 ans pour vous inscrire à ce concours. Et puis la même chose pour l'officier de police. Toujours, c'est de la catégorie A, mais il vous est demandé un bac plus 3 ou l'équivalent, et il n'y a pas de limite d'âge, pour le coup. C'est un niveau 6 et non pas un niveau 7. Cinquième concours possible, c'est directeur de la police municipale, catégorie A, niveau 6, là aussi, bac plus 3 ou équivalent, et pas de limite d'âge. Le septième, c'est commissaire aux armées. Alors là, on est dans la défense et non pas dans la sécurité. Commissaire aux armées, bac plus 3, si vous voulez vous inscrire à cette prépa, il faut avoir un bac plus 3 avec une limite d'âge de 26 ans. Inspecteur des douanes, toujours bac plus 3 ou équivalent, mais sans limite d'âge. Et enfin, directeur des services pénitentiaires, toujours bac plus 3, et cette fois-ci, la limite d'âge est à 45 ans. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations que je viens de vous donner, je vous les ai données en détail, mais bien sûr, vous pouvez consulter le site de l'ICEP, vous trouverez ça bien sûr sur Internet, très facile, et là, vous pouvez appeler l'ICEP et demander de plus amples renseignements si vous le voulez. Je vous l'ai dit, la durée globale de la prépa, ce sera 10 mois, de septembre à juin inclus. Et les entraînements au concours commenceront le dernier mois. Et donc concrètement, ça fait environ 33 semaines du 1er septembre au 31 mai, avec 2 semaines de vacances à Noël, vous voyez, et 1 semaine en février, et 2 semaines à Pâques, c'est une année scolaire tout à fait normale. Alors, la répartition des enseignements, ce sera des cours magistraux, idéalement le matin, parce que l'attention est plus soutenue le matin, et des exercices pratiques ou des travaux dirigés, idéalement l'après-midi. Vous aurez une dissertation de culture G, une par semaine au moins, une note de synthèse par semaine au moins, et des corrections rapides et des exposés, des corrigés de classe. Tout ça, c'est encore une fois pour vous préparer au concours.
Voilà. Et puis, dernière nouvelle que je voulais vous donner, c'est très riche là aujourd'hui, c'est l'annonce d'un grand débat des médias qui aura lieu le 25 avril à Paris. Compte tenu de l'état des libertés publiques dans notre fin de Ve République, je ne peux pas vous donner le lieu pour l'instant, mais bien entendu que si vous appelez l'ICEP, si vous rentrez en contact avec l'ICEP, alors ça se passe à Paris, pas à Lyon, hein, vous pourrez avoir de plus amples renseignements. Et donc, l'ICEP accueillera pour ce grand débat des médias, alors qui sera en 2 parties. Il y aura le rôle grandissant des médias alternatifs. Hein. Vous savez que la révolution de Internet aura permis de relâcher un peu l'étau de la pensée unique. Et puis, les médias alternatifs face au défi de l'information, en particulier sur le sujet de l'écologie. Et donc les invités seront Jordan Florentin, Antoine You, Marcel Bild, que tout le monde connaît à TV Liberté, Marc Menant, que tout le monde connaît à CNews, Claude Cholet et Pierre-Alexandre Bouclet, le patron de notre radio. Donc voilà, des invités de marque et de grande qualité. Voilà les 4 annonces que je voulais vous faire. Et ça fait une introduction un peu plus longue que d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Christian de Balincourt, qui est un professeur dans les écoles de management et aussi des écoles d'ingénieurs, qui a une carrière derrière lui, professionnelle, qui n'a pas toujours été, qui n'est pas que professeur, hein, et sur un thème évidemment qui passionne tout le monde et qui demande un petit peu d'expertise, qui est l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement, aussi bien du côté de l'enseignant que du côté de l'enseigné. C'est une question évidemment très importante, en particulier pour les enseignants d'aujourd'hui qui ont affaire évidemment à cette très grande nouveauté qu'est l'intelligence artificielle. Par où pourrions-nous commencer? Parce que, en définitive, si j'ai bien compris, cher Christian de Balincourt, au début, on se moquait un peu de l'intelligence artificielle. Je me souviens, allez, je peux le dire, d'une fois où nous étions ensemble et nous avions tapé sur un chat GPT. Nous avions posé une question sur la guerre de 100 ans. En quelques lignes, c'était parti complètement en cacahuète, mais ça, c'est fini. On s'est moqué de l'IA et elle s'améliore de jour en jour. Bonsoir Yves-Marie. Bonsoir Christian. Avant de répondre, j'ai une 5e annonce à faire. Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Yves-Marie Adeline. Et donc, tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez souhaiter à votre journaliste préféré son anniversaire. C'est aujourd'hui. Ah, merci. Bon, pardonne-moi cette intrusion. Et donc, alors effectivement, oui, des erreurs comme celles que nous avons expérimentées ensemble, ça n'existe plus dans l'intelligence artificielle. Ça ne peut pas dire qu'il n'y ait pas toujours des erreurs. Elles sont juste plus subtiles, ce qui les rend d'autant plus dangereuses. C'est-à-dire que pour les détecter, il faut avoir une connaissance, voire une maîtrise du sujet, qui n'est pas le cas de tout le monde qui interagit avec les intelligences artificielles. Et c'est évidemment le cas fréquent dans l'éducation. Je pourrais raconter le cas ce matin. Je donnais un cours sur les grands penseurs, enfin les grands problèmes plutôt, les grands débats économiques du moment. Et j'ai un étudiant qui est intervenu lisant un texte dont visiblement il ne comprenait pas même pas la moitié, ce qui a déclenché un rire poli du reste de la classe. Mais voilà quoi. Et c'est ça, malheureusement, ça arrive. Et ça peut, enfin, on en parlera plus en détail, mais effectivement, c'est un sujet grave. C'est-à-dire que si enseigner, c'est apprendre à des jeunes gens l'autonomie de la pensée, là, on est quand même un peu limite. On dit d'ailleurs que un problème posé par l'intelligence artificielle, c'est que
les bases de données, je ne sais pas comment il faut appeler ça, j'y connais rien, suivant une logique wokiste, alors avec la révolution américaine actuelle, peut-être qu'on est en train de se libérer de ça. On va partir peut-être dans l'autre sens, mais ce qui fait qu'en fait, si on avait recours à l'intelligence artificielle, disons d'avant la révolution américaine actuelle, on était certain d'avoir un discours très orienté, woke, etc. Alors, il est certain qu'il faut faire attention à ce sujet. Mais là, de ce côté-là, la France n'est pas totalement désarmée. Parce que bien sûr, on parle de ChatGPT, mais nous avons en face, nous avons Mistral, nous avons Claude, nous avons des intelligences artificielles qui sont développées en France ou en Europe sur des bases françaises, et plus largement européennes. Et donc, ils vont rester wokistes, elles. Puisque la révolution américaine ne nous a pas gagné. Moins que ce qui nous vient directement de Californie, quoi. D'accord. À pouvoir graduer un peu les choses. D'accord. Voilà. Mais il est certain que c'est un sujet, mais il y a beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que si on rentre à ce moment-là dans la cuisine, je ne voudrais pas ce soir ne parler que des défauts de l'intelligence artificielle, parce qu'elle apporte aussi pas mal de choses. Mais puisqu'on est parti là-dessus, il y a un biais qui a été noté, qui a déjà été mesuré. C'est le problème lié à l'algorithme lui-même. Par exemple, il y a eu un exemple célèbre il y a 2 ans aux États-Unis, où en fait l'algorithme a faussé les résultats des étudiants noirs d'un certain nombre d'universités, simplement parce que le logiciel de reconnaissance visuelle avait été entraîné sur des blancs et donc était moins efficace avec des peaux de couleur noire. Et résultat, ils ont été sabrés dans un certain nombre d'épreuves avec des confusions d'étudiants, etc. Ça, c'était Proctorio. Et c'était en 2022, donc c'est il y a très longtemps. Il y a 3 ans. Il y a un autre cas que nous avons vécu également en France, mais qui a été d'abord vu aux États-Unis. C'est la différence entre l'élève de zone rurale et l'élève de zone urbaine, parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même langage. Et or, les modèles ont tous été développés par des urbains et entraînés sur des modèles de conversation urbaine et d'expression urbaine. Et résultat, on l'a vu aux États-Unis à l'université de Stanford, mais on l'a vu en France avec Parcoursup. Parcoursup, en fait, derrière Parcoursup, il y a une expérimentation d'intelligence artificielle qui vise à aider les étudiants, alors pour le moment c'est dans des régions test, qui visent à aider les étudiants à améliorer leur choix et leur probabilité de succès dans leur choix. C'est-à-dire qu'on reprend l'historique de leur parcours scolaire, on ajoute à ça une petite dose d'informations sociales, milieu social, profession des parents, au niveau d'éducation des parents, etc. Et on va comparer leurs performances, les performances de ces élèves, avec ceux des générations passées, ceux qui ont réussi, qui avec le même bulletin ou avec les mêmes bulletins, ont réussi les formations qu'ils avaient briguées, et puis ceux qui ont été en situation d'échec. Et ensuite, donc, on indique à l'étudiant que son choix n'est peut-être pas totalement pertinent compte tenu de son parcours, et que si alors certains s'en sont proches et donc on leur propose des modules de formation complémentaire pour les mettre à niveau pour qu'ils puissent. D'autres, on leur dit carrément, n'insistez pas, mon cher ami. D'accord. Vous n'êtes pas totalement dans votre voie. Eh bien, on a découvert que les résultats de ce logiciel étaient fortement impactés par l'origine rurale ou urbaine du candidat, parce que dans ses écrits, ils n'écrivent pas la même langue. Et pour un modèle qui a été entraîné sur des écrits urbains, eh bien, le gars qui vient de la campagne, le bon gars qui vient de la campagne, eh bien, il n'écrit pas proprement. Et là, on est en France. Et là, nous sommes en France. Oui, absolument, c'est Parcoursup. Ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Et on a vécu exactement la même chose. On a observé la même chose aux États-Unis sur les mêmes bases. Et donc, il y a un vrai sujet autour de, justement, la base de connaissances qui sert de référence à l'intelligence artificielle. Parce que dans l'intelligence artificielle, il n'y a qu'un mot juste, c'est artificiel. Une intelligence artificielle est tout sauf intelligente. Elle est juste connaissante.
Oui. Elle a en référence des milliards et des milliards de textes, simplement pour donner aux auditeurs un point de comparaison. Le tout premier ChatGPT, donc le 3.0, qui est aujourd'hui un nain par rapport aux géants qui sortent en ce moment, euh, si l'on prenait tout Wikipédia dans le monde entier, d'accord, parce que ça représente quand même pas mal de choses, eh bien on arrivait à peine à 5%, à 0,5%, pardon, de la base de connaissances de ChatGPT. Oh là là là. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que c'est pour ça que ces intelligences n'en sont pas, mais elles sont quand même remarquablement efficaces. Oui. Et j'ai régulièrement des chefs d'entreprise, ou etc., qui me disent, je l'ai interrogé sur une étude de marché ou sur etc., je connais le marché par cœur, et ben il n'y avait pas une ligne enlevée. Ah oui. Donc il y a quand même une efficacité derrière remarquable, Oui. qui est en soi probablement le premier piège, puisqu'on parle des risques, c'est la dépendance à l'outil. Vous avez quelqu'un qui fait le boulot à votre place, pourquoi vous allez le faire? Et c'est ce que, en tout cas, tous les étudiants se disent joyeusement. Vous avez quelqu'un qui le fait mieux que nous, et en plus sans que j'en fasse l'effort. Pourquoi m'obliger à le faire? Et donc, le risque, c'est qu'effectivement, l'apprentissage ne se fasse pas. Ouais. Tout court. Et nous, à notre génération, nous avons, théoriquement, l'éducation, l'expérience qui nous permet de juger de ce que nous dit une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Mais nos petits-enfants qui ont vécu dans un monde où l'intelligence artificielle d'aujourd'hui leur paraîtra l'équivalent de, je sais pas moi, du lanceur d'os de l'homme de Cro-Magnon, d'accord, d'une part, et d'autre part, ils ont été, voilà, ils ont vécu dans ça. Quel effort fera-t-il? Quel effort feront-ils? Donc en fait, on dit que l'intelligence artificielle menace l'emploi. Je ne crois pas beaucoup. Ça, vous n'y croyez pas beaucoup. Ça, c'est très intéressant de vous entendre parler, parce que, comme vous le savez, c'est une rumeur très, très présente. Alors, tout dépend. Je restais dans le domaine de l'éducation. Dans les autres domaines, c'est une évidence. Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire. Dans les autres domaines, bien sûr. Ça menace l'emploi dans d'autres domaines, mais évidemment, nous nous intéressons à l'éducation. Donc, voilà. Dans l'éducation, je n'y crois pas beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous demande en quoi ça impacte le milieu de l'enseignement. Mais j'ai des questions des auditeurs. Elle marche, notre émission, parce que, d'abord, est-ce que vous pourriez préciser cette histoire des Noirs et des Blancs aux États-Unis? C'était pas très clair, si je puis dire. En fait, c'est un logiciel qui a été développé pour la surveillance en ligne des examens. Donc, ça veut dire qu'en fait, les étudiants étaient chez eux pour réaliser l'examen. Et donc, il y a un logiciel qui a été développé. Les étudiants devaient allumer la caméra de leur ordinateur et ils étaient suivis avec donc un logiciel de reconnaissance faciale qui devait s'assurer que la personne, l'étudiant qui était derrière le clavier en train de répondre aux tests, etc., était bien celui qui était inscrit à l'université. Était bien Monsieur Dupont et pas, voilà, et pas son grand frère ou je sais pas qui. C'est ça. Et en fait, ce logiciel a eu un taux d'échec élevé sur la population noire. D'accord. Et taux d'échec qui a fait qu'en fait, les étudiants étaient pourtant, alors pour un certain nombre, enfin pour l'immense majorité, j'imagine, ceux qui devaient répondre, mais que le logiciel refusait systématiquement en ne les reconnaissant pas. En disant, j'y vois rien. Oui. Voilà. Donc, ne les reconnaissant pas, et donc leur ont barré l'accès à l'examen. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Et en revanche, d'autres qui avaient effectivement été chercher le grand frère ou le cousin, voilà, on sont passés sans problème. Donc, il y a eu quand même... D'accord, c'est ça l'incident des Noirs et des Blancs. Voilà. Alors, j'ai une question, mais on va revenir sur notre sujet, bien sûr. Merci beaucoup pour les infos concernant l'ICEP. Alors, n'hésitez pas à aller sur Internet chercher ces infos. Beaucoup de Bac+5 ne trouvent pas de débouchés, en dépit de l'intitulé ronflant de leur magistère. Oh, combien c'est vrai. C'est une excellente initiative. Merci, je dis merci au nom de l'ICEP, évidemment.
Il faudra sans doute téléphoner pour connaître les frais d'inscription et de scolarité. Ah oui, oui, je ne vous ai pas parlé de ça, parce que je ne crois pas que c'était dans mes infos, ça, pour la prépa. J'imagine que aussi qu'il n'y a pas d'antenne à Paris, ou bien les cours sont-ils en visio? Alors là, renseignez-vous auprès de l'ICEP Lyon. Non, je ne pense pas. Dans l'état actuel des choses, les choses peuvent changer, qu'il y aura des cours à Paris, visio, je sais pas, alors, renseignez-vous. Je peux vraiment pas vous répondre à la place de l'ICEP. Cette émission est en partenariat avec l'ICEP, mais bon, je ne peux pas non plus me mettre à la place de l'ICEP pour vous répondre. Merci en tout cas pour vos messages et vos encouragements. Avant d'aller vraiment vers l'enseignement lui-même, on est bien d'accord que l'intelligence artificielle va créer d'énormes perturbations dans le monde du travail. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, enfin nous renseigner un peu plus, ne serait-ce que pour d'ailleurs les jeunes qui nous écoutent et qui se disent, tout à l'heure on avait le message de quelqu'un qui disait on a des titres ronflants de Bac+5, mais en fait on ne pourra rien en faire. Alors, il est certain que la vision pessimiste des choses et que l'on est obligé de regarder en face montre qu'aujourd'hui, déjà, dans les entreprises, le tournant est pris et les cabinets de conseil, les entreprises d'ingénierie, les entreprises industrielles, etc., ont intégré dès lors dans tout ce qui touche à la programmation. Et Dieu sait combien aujourd'hui c'est une activité importante au sein des entreprises. Aujourd'hui, il est clair que les grands modèles LLM, enfin des grands modèles d'intelligence artificielle, programment aussi bien, voire mieux que le meilleur, que le meilleur codeur. Voilà. Donc, il y a là effectivement une vraie interrogation. On peut se poser exactement la même question à propos des juristes, par exemple, puisque entre un juriste débutant dont le boulot consiste à aller chercher les arrêts pour Oui, pouvoir, etc. oui. Ben oui, mais à partir du moment où ils sont dans une mémoire quelque part, l'intelligence artificielle mettra quelques secondes pour tous les réunir et en faire une synthèse. Ce que le juriste mettra plus de temps à faire forcément, Bien sûr, oui. etc., etc. Donc vous avez comme ça, vous avez comme ça un effet certain et qui sera, sur le plan par exemple des médecins, les robots chirurgiens animés à l'intelligence Oh là artificielle, là là on là en a là. déjà fait des essais, alors pas sur des humains parce que la loi des différents pays l'interdit, mais on l'a fait sur des animaux et clairement les résultats sont absolument brillantissimes. Le seul rempart qui reste, c'est que pour le moment, ce n'est pas autorisé sans la présence d'un humain sur une personne humaine. Mais c'est le seul rempart et il n'est que juridique. Donc, la technique, elle existe déjà, elle est déjà maîtrisée. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle pose de vraies questions quant à la répartition du travail dans le monde de demain. Euh, et, alors, effectivement, l'histoire montre également que dans des périodes comme ça où la technique évolue à toute vitesse, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas la moitié des emplois, de la nature du travail des gens dans 20 ans. C'est ce qu'on disait déjà avant C'est ça, l'arrivée de c'est ce qu'on a l'intelligence toujours dit, artificielle. qui s'est globalement à peu près vérifié. Ouais. Donc ça veut dire que effectivement l'intelligence artificielle va sûrement supprimer des emplois, mais elle va en créer d'autres. D'accord. Après, il n'y a pas de miracle non plus. Les emplois aujourd'hui sont de plus en plus spécialisés. Et donc, autant autrefois, Schumpeter disait bah, c'est J'y facile. pensais, la destruction Voilà, créatrice. exactement. Ouais. Je disais, c'est facile. Ceux qui ont été virés parce que le progrès technique, eh bien, vont être réembauchés un peu plus tard grâce au progrès technique. Oui, mais sauf que à l'époque de Schumpeter, les métiers étaient relativement peu spécialisés. On ne connaissait même pas l'OS. Ah oui, Oui, il l'ouvrier n'existait pas spécialisé. encore. Ouais. Donc, et donc, c'était plus facile. Aujourd'hui, les métiers sont extrêmement spécialisés. Et donc, il devient de plus en plus difficile de faire migrer une population qui n'a plus d'emploi parce que remplacée par un progrès technique quel qu'il soit, dont l'intelligence artificielle, vers un autre métier qui, lui, est boosté à l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas forcément facile. Et donc, il y a une vraie réflexion. Moi, je suis personnellement très surpris et très inquiet de voir que les gouvernements, et en particulier le nôtre,
n'a pas l'air de se préoccuper du tout de la question, alors que pour moi, c'est une question majeure pour les 20 prochaines années. Et je suppose que la clé la passerelle, disons, de l'un à l'autre, c'est évidemment la formation. Vous êtes au front, si je puis dire, au premier rang, puisque, je le répète, vous donnez des cours aussi bien en école de management qu'en école d'ingénieur, et qu'aujourd'hui, un professeur comme vous est aussi un homme de l'entreprise. Vous avez une longue expérience de Oui, l'entreprise. oui, ce qui, du coup, je pense, enrichit beaucoup mon parcours professoral. Évidemment, sans quoi on ne vous aurait pas engagé dans vos écoles. Alors, concernant l'emploi dans la formation, là, en revanche, je pense que l'impact sera relativement marginal. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Non, je voulais dire, la clé pour quelqu'un qui a vu son métier détruit, pour qu'on puisse le remettre en activité, ça passe par la formation. Ça passe par la formation, mais à ce moment-là, c'est la formation continue, la formation voilà, des entreprises. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet, c'est le fameux e-learning. Parce que... Alors, on va essayer de parler français, puisque vous savez que Radio Courtoisie se targue d'être la radio de la francophonie. Mais comme le mot usuel, c'est e-learning, qu'est-ce que c'est que l'e-learning? En fait, c'est rien d'autre qu'une formation qui a été, chargée, enregistrée d'une manière ou d'une autre par un professeur ou par un logiciel, et qui est ensuite diffusée par l'informatique à des apprenants au moment où ils en ont besoin. Donc, le grand avantage de l'e-learning, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la disponibilité du professeur pour pouvoir faire le cours. À tout moment, un professionnel qui a besoin ou une personne qui a besoin de se former va se connecter à son espace de formation, va cliquer sur la formation en cours et il va avoir donc la formation déroulée devant lui. Sauf que ce qui va dérouler, soit ce sont juste des diapositives, d'accord, avec le contenu, ce qui, après la 5e diapositive, s'avère de plus en plus rébarbatif, et on se demande si l'énergie déployée par l'apprenant est plus pour apprendre ou pour rester éveillé. C'est ça la difficulté. Et donc, ce que l'on voit, c'est que les comportements sont généralement de cliquer jusqu'à la fin et de dire « ça y est, j'ai terminé ». Bon, en espérant... Parce que ça, c'est possible. Oui, ça, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'il faut passer quand même le barrage du quiz de sortie, mais qui est normalement fait pour ne pas décevoir les apprenants. C'est un questionnaire, hein. On va continuer à essayer de parler français. Et que ce questionnaire est fait pour, normalement, ne pas décevoir les apprenants, donc il est relativement faisable. Autre version, vous avez un cours qui est enregistré par une personne, et donc c'est pareil, c'est comme un film. C'est comme un film, vous avez une personne qui parle, alors évidemment c'est beaucoup moins vivant qu'un film, parce que vous avez une personne qui est statique, et puis de temps en temps il y a des textes qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur, ou des graphiques, etc., mais c'est un enregistrement. Là, l'intelligence artificielle va vraiment apporter, la technique existe aujourd'hui, elle est encore à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore les capacités techniques d'être déployée, mais la technique existe vraiment d'avoir des avatars, donc des personnes qui sont juste des personnages virtuels, mais qui ont toute l'apparence, mais c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, toute l'apparence d'une personne réelle, et cette personne va être nourrie, si je puis dire, à l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'apprenant va poser une question, elle va répondre. Et donc là, on est capable, on est capable de massifier, autrement dit, de déployer en grande largeur une formation qui est individualisée. C'est le luxe pour tout le monde. C'est-à-dire et à la fin de la session de formation, l'apprenant va recevoir le contenu de la formation, plus l'enregistrement de tous les échanges qu'il a pu avoir avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer cette notion? Est-ce qu'on pourrait revenir un peu en arrière? Est-ce que tu peux me donner un exemple? Etc. Tout ça, l'intelligence artificielle, c'est parfaitement géré. Et moi, je l'ai vu. Enfin, je veux dire, je l'ai vu en laboratoire, certes, mais je l'ai vu fonctionner, ça fonctionne remarquablement bien. Mais là, on est quasiment, enfin, on est dans l'enseignement primaire ou secondaire. Non. Ça n'est plus le cours... C'est là que je pense que non. C'est-à-dire que, heureusement pour les élèves, heureusement pour les parents et heureusement pour la France d'une manière générale, le Covid est passé par là.
Et l'expérience du Covid, c'est l'expérience du confinement. Et les étudiants, et les professeurs aussi, mais les étudiants ont retenu, et les élèves ont retenu du confinement que c'était un cauchemar, que c'était insupportable, même s'ils en ont profité comme les étudiants et les adolescents savent le faire. C'est-à-dire qu'ils ont définitivement, je ne sais plus qui disait, je trouvais la formule extraordinaire, pris la forme des meubles contre lesquels ils s'appuient. Je trouvais ça génial. Et donc effectivement, on a eu des comportements de marmotte ou de bon, mais malgré tout, ils en sont ressortis euh, extrêmement choqués par ce manque de contact humain avec d'autres étudiants et avec les profs. Et puis il y a une autre raison. Nous sommes tous passés par les bancs de l'école. Eh bien, un logiciel est parfaitement capable de vous expliquer Pythagore, mais c'est pas un logiciel qui vous aidera à aimer les mathématiques. En revanche, un bon prof, même une matière sur laquelle vous n'êtes pas très doué, ou etc., il peut vous la rendre agréable, il peut vous la faire aimer. Donc ça c'est irremplaçable. Maintenant, ce qui va changer, c'est très probablement le contenu. C'est-à-dire que alors, je voudrais à un moment donné qu'on puisse parler de ce que l'intelligence artificielle apporte comme bienfait aux professeurs et à l'enseignement de manière générale. Mais je pense, sans vouloir avancer trop sur la conclusion, en tout cas sur ma conclusion, que l'enseignement va devoir se réinventer d'une certaine manière. Aujourd'hui, l'enseignement dans ces écoles de management ou d'ingénieurs est un enseignement extrêmement technique. Or, deux choses. D'une part, la technique, elle évolue à toute vitesse, donc en fait, elle devient obsolète extrêmement rapidement. Autrement dit, un manager qui a conçu sa capacité et ses compétences sur la compétence technique, il devient très vite incompétent parce que les techniques qu'on lui a apprises à l'école, elles ne sont plus personne ne les utilise. Donc c'est ce premier risque dans un moment où les choses s'accélèrent. Ce risque est de plus en plus présent et sérieux. Et puis, Dosio, dans la vie des entreprises, tout ce qui est technique, les intelligences artificielles savent ou sauront faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des intelligences artificielles simples, mais sont en train, aujourd'hui d'ailleurs, de commencer à sortir ce que l'on appelle des agents. L'agent, c'est une combinaison d'intelligence artificielle qui non seulement vous explique ce qu'il faut faire, mais en plus, il le fait. C'est-à-dire qu'il va se connecter à votre compte en banque pour payer une facture. Vous lui avez demandé de vous organiser un voyage. Non seulement il vous a programmé et vous a donné un détail de programmer jour par jour ce que vous allez faire. Il vous a pris les billets d'avion, il vous a réservé les hôtels, il vous a réservé les excursions, il vous a réservé le chauffeur et la voiture. Vous n'avez plus qu'à partir. Il n'a pas encore fait les bagages, mais je pense que si on lui demande gentiment, on pourrait y arriver. Mais quand je disais ça conviendrait, l'enseignement conviendrait au secondaire, c'est-à-dire que en secondaire comme en primaire, on se contente de transmettre un savoir, tandis que dans le supérieur, en principe, du moins à l'université, enfin ce qu'était autrefois l'université, là on parle vraiment, tout ça c'est des hypothèses d'école compte tenu du naufrage de nos universités, mais c'était pas le cours je dis n'importe quoi, de droit constitutionnel, c'était le cours du professeur untel traitant du droit constitutionnel. Et donc il y avait l'âme, si j'ose dire, enfin ce qu'apportait le professeur untel, et en plus dans le supérieur, on est enseignant-chercheur, c'est-à-dire que le professeur untel faisait partager le résultat de ses recherches à ses étudiants. Il disait, voilà comment je vois les choses et voilà ce que j'ai... Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut se substituer à ça? C'est ça ce que je voulais dire. Mais vous avez raison, elle ne le pourra pas. Elle ne le pourra pas. Ouais. Ce n'est pas du tout dans ses gènes, ce n'est pas du tout dans son ADN, elle ne le pourra pas. Et c'est ça qui me fait dire qu'il n'y a pas vraiment de menace pour les professeurs dans ce qu'on appelle la formation initiale, donc oui. Primaire, secondaire et supérieure. Et puis, en revanche, ça peut faire le bonheur de systèmes à vocation totalitaire comme le nôtre, où justement, plus aucun prof ne doit apporter sa propre personnalité, tout le monde doit penser la même chose, etc. Donc c'est le bonheur du monde orwellien qui nous est annoncé, là.
Oui, je pense que le secondaire est particulièrement visé, là. Ouais. C'est-à-dire que, on le voit bien aujourd'hui, enfin, je veux dire, tout le monde le dit parce que malheureusement, c'est une vérité très répandue. Aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école, Coluche avait raison, ils ne savent rien. Et effectivement, nous sommes effarés de nous rendre compte des lacunes abyssales que les étudiants ont en histoire, en géographie. Ils ne connaissent pas leur monde, ils n'ont aucune référence historique. Pour eux, le monde a commencé en 2000 parce que pour eux, 2000, c'est la naissance d'Internet, ce qui est déjà faux. Donc, ça commence pas bien. Et, euh, et puis, ben, ils vivent dans leurs écrans. Et le problème de leurs écrans, c'est pas tellement parce que l'écran en soi au contraire, est une fenêtre d'ouverture sur le monde. Oui, mais pas ces écrans-là. Ces écrans-là, ce sont les réseaux sociaux, etc. Ça leur envoie que ce qu'ils voient déjà. Ouais. Il y a des algorithmes qui sont faits pour ça. Oui, oui, Donc en fait, ça les enferme ils au sont en lieu de les silo, ouvrir. voilà, c'est ça, oui. Voilà, ça les enferme. Ouais. Donc là, je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle pourra peut-être donner un grand coup de pied aux fesses à l'enseignement secondaire pour plutôt que de se cantonner au programme, comme c'est la doxa depuis maintenant une trentaine, vingtaine d'années, eh bien, pour justement retravailler, revenir à un exercice de l'intelligence autonome, de l'esprit critique, ce qui était le cas de la première moitié du XXe siècle. C'est comme ça que nos grands écrivains racontent leur classe. Et tout ça a aujourd'hui disparu. Il va falloir que ça revienne parce que le savoir tout bête, ça, l'intelligence artificielle le sait. Et donc, ce qui pour moi va être intéressant, c'est l'apprentissage de l'intelligence au sens le plus noble du terme et de D'accord. l'esprit Ouais. critique qui va avec, Donc, en le fait, jugement, nous etc. sommes condamnés à apporter un supplément d'âme. Eh bien, je pense que nous sommes condamnés à ça, mais c'est une belle Et condamnation. c'est une belle condamnation. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Cher Christian de Balincourt, on a parlé des défauts. On pourra éventuellement revenir sur les risques présentés par l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on peut quand même parler de ce que ça apporte de positif pour les professeurs comme pour les étudiants? On commence par qui? Les professeurs ou les étudiants? Vous choisissez. Commençons par les étudiants, parce qu'on a D'accord. beaucoup parlé de ChatGPT qui sert à tricher aux examens. Donc, on va essayer quand même, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, de regarder ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut leur apporter. Et la première chose, c'est à la fois bon pour le professeur et pour les étudiants, c'est le suivi personnalisé des étudiants. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire, c'est ce suivi personnalisé. Nous enseignons à une classe. La classe peut être hétérogène. À ce moment-là, on essaye de s'adapter à un espèce de proto-milieu de cette classe qui fait que les plus rapides s'ennuient et les plus lents sont au pédale dans la semoule et n'y arrivent pas. Là, il y a un certain nombre d'outils qui ont déjà été développés aux États-Unis, en Angleterre, en France, pour suivre un peu le parcours individuel des étudiants. C'est-à-dire qu'on va regarder le temps qu'ils passent sur les exercices, les erreurs récurrentes qu'ils peuvent faire. On va regarder, au contraire, les questions sur lesquelles ils réussissent. Et ça va permettre d'identifier les lacunes et les forces des étudiants. Ce qui va donc ensuite permettre aussi d'alerter le professeur sur « Attention, là, il y a ta classe qui a totalement raté tel épisode. » Bon, donc le professeur, ça lui donne l'opportunité de revenir dessus. Ou ça vaudrait le coup de revoir tel ou tel concept qui a été mal compris par une partie des étudiants. Ou attention, tu as 4 étudiants là qui sont complètement à la traîne. Donc là, il faut, si tu veux les garder dans la classe, il va falloir faire un suivi particulier de ces 4 étudiants-là. Et Donc le ChatGPT vous tutoie.
Il est très bien élevé. Il fait, oui, oui, beaucoup. Ben oui, parce qu'il est américain, donc... Mais, en Amérique, on ne fait que vous voyez, parce que c'est le you. Je suis content de vous l'entendre dire. Oui. C'est ce que je dis depuis 40 ans, mais bon, voilà, les Français n'ont pas compris comme ça. Non, les Anglais, ils vous voient. Et le seul qui tutoie, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Effectivement. Voilà. Alors, donc, si je reprends ces outils, on a aux États-Unis Newton Alta, qui effectivement qui est utilisé en mathématiques et en sciences, de manière générale, et qui va tester les étudiants par des tests, par des questionnaires réguliers, va tester les connaissances des étudiants, va repérer les décrochages éventuels ou du moins voilà, les lacunes, et les étudiants qui sont dans une situation où il y a des choses qu'ils ne comprennent pas vont recevoir des compléments de cours et d'exercices ciblés pour leur permettre de passer la marche et de continuer. Or, les études qui ont été faites autour de l'utilisation de ce Newton Alta montrent une augmentation de 25% des notes moyennes, d'accord, dans les universités qui l'utilisent. Donc, il y a c'est un vrai outil. Alors, à côté, en Angleterre, il y a Century Tech, qui est utilisé au Royaume-Uni. Et donc, c'est à peu près la même... Enfin, ça y ressemble beaucoup. La seule chose, c'est que Century est plus dédié à son rôle est plus d'envoyer des alertes aux professeurs quand il y a des élèves qui bloquent sur un ou plusieurs sujets. Et donc, voilà. Mais sinon, c'est à peu près la même logique, toujours utilisé en sciences aussi. Et le principe est différent, mais on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, l'utilisation de Century montre une réduction de 30% du temps nécessaire à l'apprentissage des notions. Donc là aussi, on voit qu'il y a un gain. Alors en France, on est moins sur ces sujets-là, mais on a une vraie réussite qui s'appelle l'Alilo. Et l'Alilo, c'est utilisé en maternelle au moment de l'apprentissage de la parole et ensuite de l'écriture. Mais c'est d'abord utilisé pour la parole parce que l'Alilo enregistre les enfants quand ils parlent et détecte les défauts de prononciation. Vous savez, la confusion entre le B et le D, la confusion entre le M et le N, etc. Et va ensuite donner à l'enfant des exercices orthophoniques appropriés pour lui permettre de mieux maîtriser la différence phonétique et donc la bonne prononciation. Et les résultats sont magnifiques puisque 90% des enseignants utilisateurs notent une amélioration de la fluidité dans le langage des enfants. Et ça, c'est l'Alilo, c'est purement français. Voilà. Donc, alors, il y a d'autres exemples qui montrent ça. D'autres exemples qui, par exemple, pour les étudiants, leur permettent, Mistral, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est français. Version française, exactement. C'est le chat GPT français. C'est notre chat GPT français. D'accord. Absolument, on peut le dire comme ça. Eh bien, Mistral a dans sa base de connaissances tous les programmes scolaires et de l'éducation nationale. Et donc, va permettre à l'étudiant qui veut se tester sur un chapitre qu'il est en train de réviser, va lui envoyer des questionnaires qui sont conformes aux attentes de l'éducation nationale. Oui, donc on va lui apprendre que le Sacré-Cœur a été construit en expiation des erreurs de la commune, ce qui est complètement faux, c'est des inventions idéologiques de la République. Voilà. Et c'est là où on voit comment l'intelligence artificielle peut se mettre au service d'Orwell. Mais restons-en aux avantages quand même, je ne veux pas vous déprimer. Alors, et du côté des profs? Alors, du côté des profs, il faut savoir qu'un professeur, ça a grosso modo 40% de sa journée ou de sa semaine qui passe en tâches administratives. Création de cours, création de questionnaires, d'épreuves, de devoirs, correction, etc. Alors je mets de côté la correction qui est interdite en France. La correction qui est interdite. La correction par l'intelligence artificielle est interdite en France. Ouais. C'est pourtant l'enfer des profs, mais... C'est l'enfer des profs, mais je crois à juste titre, on l'a écarté. On l'a écarté en particulier pour ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir que les bases de connaissances peuvent reproduire des biais sociologiques et culturels qui, normalement, ne doivent pas trouver place dans la correction. Par exemple.
Comment? Des biais sociologiques ou culturels. Oui, quand un niveau de langage, D'accord. quand le Ah oui, vocabulaire, c'est celui de la campagne et celui de la ville. On c'est revient ça, à par ça. exemple. Ouais, Voilà. Donc, d'accord. je pense que c'est une des raisons clés. La seconde raison est que le métier de prof est déjà suffisamment dévalorisé en France. Si en plus, ils n'ont plus la correction à faire, on va les traiter de charlots. Je pense pas que ce soit bénéfique pour eux, pour la profession comme pour les étudiants. Donc, mis à part ça, il est évident que des outils comme donc Mistral ou ChatGPT ou voilà sont parfaitement capables d'aider très sérieusement les enseignants à préparer leurs cours, à créer des plans de cours, à créer des devoirs, etc., etc. Et donc ça permet d'économiser quand même beaucoup de temps aux professeurs. Aujourd'hui, beaucoup de professeurs l'utilisent et reconnaissent que ça permet de vraiment gagner du temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Ça pourrait, on estime qu'une bonne utilisation de l'intelligence artificielle pourrait économiser 10 heures par semaine de travail Quand à même. l'étudiant. C'est quand Ouais. même pas négligeable. C'est pas rien, ouais. Et puis un troisième avantage qui me semble important de noter ce soir, c'est tout ce qui touche à l'accessibilité des étudiants en grande difficulté parce que handicap, parce que dyspraxie, parce que etc., etc. Et là, en fait, on va être dans le droit fil de ce que j'ai dit tout à l'heure sur le suivi personnalisé ou l'individualisation de l'enseignement. Mais là, on va carrément un cran plus loin. Et on a des outils qui existent aujourd'hui. Certains ont été développés par le CNRS qui permettent d'aider tout particulièrement soit des élèves dyspraxiques, ne serait-ce que par exemple la prise de notes automatisée. Pour un étudiant dyslexique ou dyspraxique, c'est compliqué de prendre des notes. Je me souviens d'un étudiant dans ma classe en terminale, un cours de 3 heures tenait dans un rectangle de 15 cm de large et 5 cm de haut. Donc en fait, il passait continuellement, il écrivait continuellement sur la même ligne. Donc effectivement, à la fin, on avait un bloc noir. Voilà. Donc, il était incapable de prendre des notes correctement. Ouais. Aujourd'hui, des outils de notes automatiques, que j'utilise moi d'ailleurs pour ma vie professionnelle, font que le cours descend, le cours est enregistré au fur et à mesure, transcrit au fur et à mesure, et ensuite l'intelligence artificielle en fait une synthèse, les points clés à retenir, les points difficiles, les ouvertures, les liens avec les cours précédents, tac, 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 ça se fait tout seul. Donc pour des étudiants qui ont du mal à écrire, etc., c'est le salut. Ça leur permet d'avoir un cours structuré qu'ils peuvent ensuite apprendre. Ouais. Donc vous avez comme ça toute une gamme d'outils qui visent à pallier le handicap et qui s'avèrent très efficaces et qui sont très utilisés. Moi, je crois que rien que ces trois bénéfices-là sont importants. Le suivi individualisé qui va jusqu'à l'aide à la révision des étudiants, puisque l'intelligence artificielle va leur proposer des exercices qui sont non seulement en rapport avec le cours, mais également en rapport avec le niveau réel de progression de l'étudiant. Et puis l'aide aux professeurs, et puis l'aide pour pallier le handicap. Ça, c'est intéressant de vous entendre parler parce que vous pouvez quand même trouver de vrais points positifs. On a des messages, ce qui devrait faire comprendre l'importance du domaine d'application, ce qui est essentiel pour tout raisonnement de quelque nature ou mécanisme qu'il soit. Cette méthode d'accumulation de données pour en déduire un résultat ne risque-t-elle pas de renforcer la tare actuelle qui consiste à confondre une corrélation avec une cause ? Et enfin, là où l'apprentissage par accumulation de cas donne des résultats remarquables, c'est dans la robotique. Il faut voir l'aisance des déplacements des humanoïdes, en particulier le chinois G1. Oui, alors pour les humanoïdes, c'est une évidence. Et de toute façon, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que dans notre histoire récente, la robotique est sortie juste avant l'intelligence artificielle. Et rappelez-vous, avant que ne sorte le premier ChatGPT, les médias étaient pleins et n'avaient la bouche que pleine de ces robots, ces androïdes, ces humanoïdes qui effectuent des tâches les plus extraordinaires. Sauf que effectivement, le robot sans intelligence artificielle, il lui manquait une case au sens propre. Donc là maintenant, on l'a. Et je suis persuadé effectivement que l'intelligence artificielle couplée à la robotique va occuper des pans entiers dans notre vie. Alors, ça commence par remplacer notre femme de ménage. Et vous en parliez tout à l'heure, non, c'était quoi ? C'était pas faire son lit, c'était
Les bagages. Les bagages, voilà, c'est ça. Donc c'est un robot animé, si j'ose dire, par l'intelligence artificielle qui fera les bagages. Oui, On absolument. peut imaginer ça. Et Ah, donc, ouais. maintenant, pour revenir au commentaire précédent sur l'accumulation de données ne fait pas une réponse. Oui. Alors, la particularité de l'intelligence artificielle, c'est justement sa capacité à organiser les données, à les synthétiser. Et donc, c'est là que l'intelligence artificielle fait la différence avec tout ce qui existait auparavant. C'est qu'auparavant, on avait des outils qui étaient capables d'aller nous chercher de l'information, ne serait-ce que la barre de recherche Google. Mais avec l'intelligence artificielle, on a des outils qui sont capables de synthétiser, d'organiser, de structurer les données, ce qui fait que finalement, c'est un travail de recherche de plusieurs heures qui va se faire devant vos yeux en quelques minutes. Et donc, c'est là probablement le grand pas en avant de l'intelligence artificielle par rapport à ce qui existait auparavant, qui est à la fois un immense progrès et, je ne le cache pas, pour moi, une immense peur aussi. Alors, avant d'arriver jusqu'à la peur, parce qu'il y a justement un auditeur qui va vous mettre au défi d'y répondre. euh, Avant de se mettre un peu de musique encore, j'ai un message qui évidemment me touche très très jusqu'au fond du cœur. Bonsoir, auriez-vous les références de vos si belles musiques? Merci à vous. Ce sont les miennes. Et donc, vous avez qu'à aller sur Google et vous tapez mon nom et vous demandez ce que vous entendez, par exemple, et la harpe, le quatuor à cordes, l'orgue, le piano, tout ça. Et donc, c'est à la régie de choisir les œuvres qui lui plaisent, mais à chaque fois, ce sont des œuvres de votre serviteur.
Alors nous reprenons sur l'intervention d'un auditeur qui nous dit la chose suivante. L'IA va créer un effet unificateur et moutonnier bien pire que Wikipédia dans un monde de plus en plus magique et non scientifique entre presse-bouton et protocole normalisateur. Elle va remplacer et interdire tout débat et on en revient au système de Ptolémée. On ajoute des épicycles, on constate que ça marche et on bâillonne Kepler. C'est la sclérose de la recherche car le vrai progrès n'est-il pas disruptif? Pouvez-vous répondre à cela, cher Christian de Balincourt? Oui, et j'y réponds bien volontiers parce que c'est probablement l'une de mes craintes principales. Donc là, je suis complètement d'accord. Le risque est énorme que ces intelligences artificielles, encore une fois, nous ne sommes qu'à la préhistoire de ces, et donc ce qui va venir sera 10 fois, 1000 fois plus puissant que ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est vertigineux, entre parenthèses. C'est vertigineux. Dire 1000 fois plus puissant. C'est vertigineux. Mais c'est la réalité, et ce n'est pas une réalité dans 10 ans, c'est une réalité dans 3 ans. Donc ça va aller très très vite. Ça veut dire que quand on sollicite une intelligence artificielle, on a un résultat qui n'a pas que l'apparence d'être bon, il est bon. Il est bon, il est efficace, il est opérationnel, il est utilisable sans transformation particulière. Donc, la vraie question derrière, c'est où se place, qu'est-ce qui reste à l'intelligence humaine, celle qui, comme disait Hannah Arendt disait, l'intelligence commence lorsque les solutions toutes faites échouent. Sauf que avec l'intelligence artificielle, les solutions toutes faites, elles n'échouent pas. C'est ça toute la difficulté. Alors, où commence l'intelligence? Et certains politiques ou économiques ont dit, bah, c'est simple, il restera à l'être humain, il restera la créativité. Soyons honnêtes, nous connaissons tous, nous regardons autour de nous, combien de gens réellement créatifs connaissons-nous vraiment? Et là, malheureusement, force est de dire que oui, heureusement, il y en a dans la nature humaine, il y a des gens créatifs, il y a des gens disruptifs, il y a des gens qui apportent de la nouveauté, mais ce n'est pas la majorité. Et là, et c'est pour ça que là, c'est pour moi une vraie crainte, c'est que, alors que ce soit normatif, là, il faut tempérer un peu, c'est-à-dire que les bases de connaissances sont tellement énormes que dire que l'on sera sous le dirigisme, comme vous disiez, du wokisme, etc., oui. forcément un peu, mais les textes qui sont enregistrés dans ces mémoires gigantesques sont les textes qui, enfin, je veux dire, dedans, vous y trouvez la Bible, vous y trouvez le Coran, vous y trouvez des textes extrêmement anciens, vous y trouvez qui sont datent même de bien avant Jésus-Christ, vous y trouvez des traits grecs, vous y trouvez des traits voilà. Donc, il faut relativiser, d'accord? Il faut relativiser, même si, indéniablement, le risque existe parce que les êtres humains qui sont derrière la conception de l'intelligence artificielle ont la possibilité de pondérer les informations et donc de dire qu'une information woke d'aujourd'hui vaut plus dans la résolution d'un problème que l'information que d'un traité écrit sous Louis XIV qui traite de la morale et des vertus. Donc effectivement, le risque existe et nous sommes à la merci de puissances qui voudraient utiliser ces outils. Aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle dont on parle beaucoup, qui s'appelle DeepSeek, qui est chinoise. On en parle beaucoup parce qu'elle a, en quelques semaines, défoncé, si je puis dire, c'est pas un mot très élégant, mais ChatGPT, en se montrant beaucoup plus efficace. Sauf que, voilà, elle est chinoise. Et donc, quelles sont les bases qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de... voilà, donc... il existe une géopolitique de l'intelligence artificielle. Je pense qu'elle existe aujourd'hui. Ma question, c'est, vu l'ampleur de ces énormes machines, je ne sais pas si elle perdurera. Je pense qu'à un moment donné où les bases deviendront tellement énormes que l'on contiendra... c'est peut-être pas toute la connaissance humaine, mais plus très loin. Et donc, bon. Le risque existe vraiment. Non, pour moi, le risque, il est beaucoup plus au-delà de la manipulation, même si elle existe évidemment en toile de fond. Pour moi, c'est
où se place l'intelligence humaine, comment elle se développe, comment elle s'exprime face à des outils qui font tout. Et là, je suis beaucoup plus inquiet. Ce que je disais tout à l'heure, nous, notre génération a appris à réfléchir, a appris à travailler, a appris à développer des idées dans le sang et dans la sueur, si je puis dire. Donc, on a ce goût de l'effort créateur. Les étudiants de demain, ils l'auront surtout pas. Ouais, Surtout pas. ouais. Pourquoi se faire mal quand on peut juste appuyer sur un bouton et l'avoir? Alors, bien sûr, nous allons, et je pense que l'enseignement va devoir se réviser complètement. Alors Euh, justement, j'en oui, viens à bien ça. sûr. C'est en quoi l'intelligence artificielle va-t-elle obliger le corps professoral lui-même à être formé différemment? Alors, je pense qu'on va avoir des réponses complètement différentes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Côté américain, les choses ont commencé déjà à bouger. Et dans les universités, maintenant, on demande aux étudiants de défendre leur projet à l'oral. Donc, projet, restitution, devoir, etc. Ils l'écrivent et ensuite, ils doivent en faire une présentation orale. Et donc, effectivement, si c'est du ChatGPT ou je ne sais quoi prémâché, à l'oral, à l'oral, ça marche moins bien. En Europe, on n'en est pas là pour le moment. En Europe, on en est à se poser une autre question qui est bien européenne d'ailleurs, qui est-ce que l'enseignement ne doit pas revenir vers plus d'humanisme et moins de factuel? Est-ce que, en fait, notre mission, la mission des enseignants, qui était de fabriquer des êtres humains pensant de manière autonome, a pas été un peu perdue par la dictature des programmes, qui en a fait donc des machines? Moi, j'ai coutume de dire que pendant ces dernières années, on a fabriqué des bacheliers comme on fabrique des photocopieurs. C'est-à-dire que, Ouais. en fait, le meilleur test, c'était de savoir, entre la copie et l'original, combien il y avait de défauts. Grosso modo, c'est ce qu'on demande Oui, aux c'est ça. étudiants. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne un cours à apprendre, et ensuite, on voit la restitution, combien il en manque. Donc, est-ce qu'on ne s'est pas fourvoyé, ou est-ce qu'on n'a pas été trop longtemps dans cette voie, et qu'en fait, la vraie voie, c'est de faire des gens pensants. Le monde entier, je le rappelle, a toujours été, et encore un peu maintenant, admiratif devant la capacité de raisonnement des Français. Et ça a toujours été une force de la France. C'est ce qui a fait d'ailleurs que des Français ont dirigé des grandes entreprises multinationales ou ont occupé des postes brillants dans des grandes multinationales. Et dans les réunions internationales que j'ai fréquentées pendant des années, le raisonnement français est toujours considéré comme extrêmement intéressant, brillant, quelquefois pas très pratique, quelquefois un peu trop théorique, mais au moins le français pose les choses clairement, logiquement et va au but. Et peut-être que ce serait vers ça que l'on pourrait revenir. En tout cas, ce sont des interrogations qu'on se pose aujourd'hui côté européen et surtout côté français. Alors, on a des messages. Il y en a un homme, un monsieur, il dit que l'intelligence artificielle ne pourra pas tout remplacer, tous les métiers manuels, tels que la femme de ménage. Voilà, évidemment, ça ferait le désespoir d'un ancien garde des Sceaux qui avait dit, mais s'il n'y avait pas d'immigrants en France, mais qui ferait notre ménage? Vraiment, c'est la classe moyenne qui s'exprime par sa bouche quand on entend ça. Ce qui est d'ailleurs une drôle de façon de considérer les immigrés, c'est qu'en fait, ils sont là pour faire des femmes de ménage. Alors, ou les éboueurs aussi. ou les éboueurs. Donc, on n'a pas, pourtant, on a un peu parlé du robot qui ferait les bagages et qui ferait le ménage. C'est pas tout à fait inconcevable, ça. Mais même, ça l'est pas du tout. Ouais. Alors là, je ne vois aucun obstacle à ce qu'un robot fasse une excellente femme de ménage. On a aujourd'hui des robots qui tondent, on a des robots qui aspirent, on les a déjà. Alors après, évidemment, si vous lui donnez 2 bras et une colonne qui lui permettent d'ajuster sa hauteur, eh bien, il pourra sans aucune difficulté, avec son petit pinceau, passer entre vos différents bibelots sur la cheminée et sans en toucher un seul. Et avec une précision que votre femme de ménage n'aura même pas. Voilà, donc Donc je pense que là, non, je crois qu'on... On va rassurer les catégories socio-professionnelles plus.
Parce C'est qu'évidemment, ça. ces robots-là seront très chers avant de se Ils seront chers, démocratiser. sûrement. En Et puis principe, c'est ils seront certain chers. qu'ils vont. Mais c'est ce que disait d'ailleurs ce que disait très justement le directeur d'un grand cabinet, pour ne pas le nommer, le Boston Consulting Group. Il disait c'est bien gentil de remplacer les juniors par des intelligences artificielles. Mais je rappelle que tous les seniors ont été des juniors et que les directeurs ont été des seniors qui ont été des juniors. Alors si on n'a plus de juniors, comment on fait demain? Bien sûr. Il y a quand même Bien. un sujet clé. Et Et c'est donc, vrai. il va falloir vraiment se poser une vraie question là. On a un ou une auditrice qui nous dit la chose suivante. Si on comprend bien, alors là, on va vraiment plonger dans la SF ou le fantastique, je ne sais pas. Si on comprend bien, l'IA, l'intelligence artificielle, va permettre à des dyslexiques de devenir orateurs et à des malcomprenants de construire des avions. Grand bénéfice contre Darwin. Avez-vous réfléchi au scénario de Terminator, où une guerre nucléaire d'extermination est déclenchée par les systèmes de réplique qui décident d'exterminer une humanité devenue inutile? Entre parenthèses, je vais reprendre bien sûr le message, puisque c'est le jeu des émissions de Radio Courtoisie, que nos auditeurs participent. Mais ça me rappelle un incident qui aurait pu être tout à fait dramatique. Je crois qu'il date de 1983. Nous étions encore en guerre froide, où une station d'alerte soviétique à l'époque, donc cette station avait été mise en alerte parce qu'elle avait détecté le décollage d'un missile nucléaire basé au Canada mais appartenant aux États-Unis. Et heureusement, c'est un individu, c'est un lieutenant-colonel qui a sauvé le monde parce que il s'est dit attendez, c'est un truc qui est pas possible, c'est nous envoyer un missile, c'est pas logique. Si vraiment les États-Unis veulent nous attaquer, bah, c'est une pluie de missiles qui va nous tomber dessus. Donc j'interdis que l'on réplique. Et en fait, c'était le reflet sur un lac canadien de la Lune et qui était passé par un éclair de démarrage d'un missile. C'est donc une intelligence, tout ce qu'il y a de plus humaine, qui nous a tiré d'affaire. Je continue la citation. Ce scénario est encore plus d'actualité car les missiles hypersoniques rendent les délais de décision extrêmement courts pour répondre par une frappe de rétorsion de l'ordre de la minute après détection. Ça, c'est vrai que ça va être un véritable défi, l'invention entre autres, l'invention de ces missiles. La boîte de Pandore est bien ouverte, il nous fait peur. Von Neumann, grand mathématicien et encore plus grand psychopathe, prévoyait l'avenir de l'humanité sans humains, des machines auto-reproductrices parcourant l'univers pour l'explorer, mais il ne précisait pas pour qui ni pourquoi. Bon, là, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est un scénario, évidemment. Je cherche, c'est la fin du monde. Je cherche depuis tout à l'heure le nom de l'auteur de toute cette série de robots, dont le robot qui rêvait, etc. N'hésitez pas à le dire parce qu'on a souvent des auditeurs qui nous envoient un message. Vous voulez parler de voilà, tel. Et donc, cet auteur américain qui n'écrit pas très très bien, mais en revanche a consacré sa vie à toute cette œuvre autour de la robotique. Il ouvre un certain nombre de champs, justement, comment la cohabitation des humains et des robots. Alors, la Terre a décidé de ne pas de fermer la porte à ces robots et de rester sans robots. Une planète qui est un peu plus loin a décidé à l'inverse de tout faire par les robots et donc elle est occupée par une dizaine d'inactifs d'oisifs avec toutes les problématiques que l'oisiveté peut générer. Et puis d'autres Mère de tous les vices. Oui. Mère de tous les vices. Et puis d'autres planètes ont plus ou moins avancé. Voilà. Si la Terre a arrêté de faire confiance aux robots, quand finalement c'est un robot qui a fini par être élu président des États-Unis. Je me souviens de ça aussi. Donc il y a comme ça, voilà, il a développé toute une pensée autour de ça qui est très intéressante. Qu'est-ce que je peux en tirer, ou du moins qui pourrait venir illustrer ou répondre à la question qui vient d'être posée. En fait, le risque principal qui est agité dans ces cas-là, et qui est bien réel, mais on en a conscience, et donc l'être humain est normalement capable de le contenir, c'est le risque du learning, comme on dit, machine to machine. Alors ça veut dire que ce sont aujourd'hui les intelligences artificielles, c'est pas des hommes qui derrière chargent manuellement les textes, etc. Ce sont d'autres machines, d'autres ordinateurs
qui vont fournir à l'intelligence artificielle des contenus qu'ils ont dans leur base. Donc, c'est ce qu'on appelle le machine-to-machine, donc c'est un ordinateur à ordinateur. Le problème, c'est quand on a commencé ça, on s'est rendu compte que les ordinateurs, ils avaient vite compris que le langage humain est beaucoup trop lent. Et donc, quelques heures plus tard, on les a entendus se communiquer entre eux dans un langage que nous ne connaissions absolument pas, qu'ils avaient créé parce que c'était plus efficace. Alors, c'est un premier exemple, mais qui a marqué les esprits parce que c'est quand même un vrai exemple. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais des agents qui sont en train qui est la nouvelle génération d'intelligence artificielle, qui à la place simplement de vous donner de l'information agissent, donc prépare votre voyage et à part les bagages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est bien des ordinateurs qui donnent des ordres à d'autres ordinateurs. Et donc, on est en train d'arriver à cette logique-là. Alors, effectivement, un des fantasmes en particulier portés par les philosophes de Palo Alto, c'est que finalement, sur la planète, la race en trop, c'est la race humaine. Elle prend beaucoup trop de place, elle détruit beaucoup trop. C'est déjà ce que disent les écolos, après tout. En fait, ils sont nourris par ça. C'est-à-dire, c'est une pensée qui existe depuis les années 70, qui s'est développée depuis les années 70 et qui a eu de plus en plus d'ampleur. Donc, oui, bien sûr, le risque, il existe, il est réel. Maintenant, encore une fois, un homme averti en vaut deux. On sait le risque, on le connaît, et donc on peut le contrôler. On a aujourd'hui tous des systèmes de sécurité. Alors, je ne suis pas un spécialiste non plus. Moi, je suis du côté des utilisateurs, pas des développeurs. Donc, mais je sais qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'outils qui permettent de contrôler le comportement des ordinateurs quand ils interagissent entre eux. On a un message qui nous dit, ne s'agirait-il pas d'Asimov? Mais si, Isaac Asimov. Je vous avais prévenu. Et on a un deuxième message. Je suppose que vous évoquez Isaac Asimov, auteur des lois de la robotique, qui était à la base docteur en biologie. Excellente émission, nous dit Lionel. Donc vous voyez, deux auditeurs. Comme quoi on gagne toujours à faire participer les auditeurs. Puisqu'on m'a fait des compliments sur ma musique, on peut peut-être se passer un morceau, si la régie veut bien. Mais je suis obligé d'écourter cette musique parce qu'il y a deux choses que je voulais vous demander. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut changer au tutorat? Et par ailleurs, la formation des profs à l'utilisation de cette intelligence artificielle. Alors, ça fait déjà deux longues questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Si vous pouvez, comme disent les journalistes des mainstream, des médias de grand chemin, une réponse courte, s'il vous plaît, rapidement. C'est ça. Je vais essayer d'être synthétique. Alors, en ce qui concerne le tutorat, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se jouer maintenant, puisque ça a commencé cette année, en janvier 2025. La moitié des collèges publics américains ont décidé d'essayer le tutorat, c'est-à-dire en fait une intelligence artificielle mise à disposition des élèves pour les aider
dans leurs cours, dans leurs cours et dans leur progression au quotidien. Donc, qui repèrent ce que je disais tout à l'heure, les faiblesses, voilà. En fait, c'était l'outil dont on parlait tout à l'heure qui Oui, était mis à oui. disposition des professeurs Ouais. et qui maintenant est mis à disposition directement des élèves. Alors, on n'a pas de recul, hein, parce que nous sommes en mars et que ça a démarré en janvier, mais c'est quand même impressionnant de se dire que la moitié Ouais, donc ils sont vraiment, collèges ils publics sont vraiment à la mode. vont être, voilà. Alors, Ça, c'est la comment première chose. forme-t-on les profs? Parce qu'il nous reste Alors, 3 minutes, malheureusement. c'est pour le moment, en tout cas en France et dans beaucoup de pays dans le monde, c'est évidemment la pierre d'achoppement de tout ce dont nous avons parlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profs ne sont pas formés pour l'immense majorité. Et il y a un gros effort à faire pour former les professeurs à ces outils qui sont effectivement capables les former déjà pour leur apprendre à les utiliser, mais aussi les former pour briser les résistances. Parce qu'aujourd'hui, le discours ambiant des professeurs, c'est oulala, 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 il va nous remplacer, ce qui, donc, je ne le pense pas en réalité, ou alors il va tellement abêtir les élèves que déjà on rame pour leur faire rentrer quelque chose dans la tête, mais que ça va devenir quasiment mission impossible. Donc là, il y a vraiment un travail de l'éducation nationale d'un côté et des écoles et de commerce, etc. Alors, je travaille avec, comme je vous l'ai dit, plusieurs d'entre elles. En ce moment, on en est au questionnaire envoyé aux professeurs en disant qui aboutit à est-ce que vous aimeriez être formé? Donc, est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez, etc. Donc, en fait, visiblement, donc, dans ces écoles, je peux parler de l'IESEC, par exemple, je peux parler, etc. On est en train, et elle est plutôt en avance, on est en train de se poser la question de comment on va former les profs. Donc, vous voyez que là, on a un peu de... On a du chemin, et surtout avec la résistance au un peu de changement. retard à l'allumage. Alors, on a, je vais dire un dernier message, parce que c'est un message désespéré. Nous avons désespéré Jean. Jean nous dit, à vous entendre, on se dit que Sioran avait raison, et il cite, « Le progrès n'est qu'un élan vers le pire. » On aura au moins, conclut Jean, de bonnes raisons de se suicider. Par pitié, Jean, ne vous suicidez pas. Je ne sais pas quel est l'état de votre foi, mais vous êtes né dans ce monde-là où Dieu vous a fait naître, et c'est dans ce monde que vous devez rayonner, agir, apporter ce supplément d'âme qui, d'après tout ce que nous dit Christian de Balincourt, est encore possible. Il ne faut pas... c'est la langue d'Ésope, en somme. Ça peut être la meilleure et la pire des choses. Je voudrais citer le clin d'œil de Simone Veil. La bonne, avec un W. Oui. Qui a dit un jour, il est clair que la première chose que l'éducation doit apprendre, c'est à apprendre. Oui, très bien. Donc, voilà. Nous nous quittons là-dessus. Merci beaucoup.